Ben ça y est, c'est parti, on est en live. Bonjour Hervé, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver en ce jeudi après-midi. Avant qu'on démarre, dites-nous bien dans le chat si jamais vous nous voyez bien, si la connexion, le son est OK. On fait les vérifications d'usage. Super, ben bonjour Hélène, bonjour Isabelle, il y a pas mal de têtes connues, donc je suis contente de vous retrouver. On va pas être très nombreux, donc c'est très bien, vous aurez Hervé pour lui poser plein de questions, donc profitez-en, on en a pour à peu près 1 heure. Moi, je me représente, donc je suis Pascal de Digiformag et OF Connect. Donc, on anime une communauté d'OF depuis maintenant 2 ans et demi. On est presque 4000 centres de formation présents sur cette communauté. Et puis, bah, effectivement, toutes les semaines, on propose des webinaires. Et donc, Hervé, que nous connaissons depuis presque 1 an, a été volontaire pour se prêter à l'exercice. Et surtout, on fait ce webinaire à l'approche des 1 an de France Travail. Donc, ça nous semblait un bon timing pour faire un point avec vous. Vous n'êtes pas très, très nombreux à travailler avec France Travail, mais c'est pas grave. Je pense que Hervé aura beaucoup de choses à vous dire. Il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver en 2025. Donc, voilà. Hervé, je te laisse peut-être te représenter et puis nous dire aussi rapidement, on arrive au 1 an d'anniversaire de France Travail. Voilà un petit peu ce qui est prévu pour ces prochains mois. Merci Pascal. Bon, donc bonjour à toutes et à tous. Hervé Joanneau, moi je suis le directeur France du développement des compétences dans les territoires au sein de la Direction générale de France Travail. Nous gérons dans ma direction à la fois la formation, l'alternance et la VAE, qui sont des sujets qui vous concernent toutes et tous. Je suis en même temps directeur d'un programme de transformation qui s'inscrit dans la mise en œuvre de France Travail. Ce programme de transformation s'appelle renforcer l'accessibilité et l'efficacité des formations. Et ça va faire le lien avec les premiers éléments de la présentation que je voulais vous proposer, vous donner quelques éléments de repère sur ce qui va changer avec France Travail. Donc, avant que tu commences, juste Hervé, je reprécise à tout le monde. Donc, comme d'habitude, vous aurez le replay à l'issue de l'intervention d'Hervé. Il a fait une presse qui est très dense. Je vous la renverrai aussi par mail et sur OF Connect. On va pas balayer en détail toute la présentation, mais voilà, du coup, on vous la passera en PDF demain. Voilà. Je te laisse le micro, Hervé. Merci Pascal. Donc la première chose, c'est partager avec vous les objectifs de la réforme France Travail. France Travail a été initiée dans un contexte favorable. On n'avait jamais connu un taux de chômage aussi bas, mais avec une ambition, c'est à horizon 2027, d'atteindre un taux de chômage de 5%, c'est-à-dire une création de 710 000 emplois sur les 4 prochaines années, et même 1 300 000 emplois pour obtenir une baisse équivalente de personnes dans l'ensemble du halo du chômage. La réforme France Travail, c'est les 4 leviers principaux que j'ai indiqués dans le document. C'est repérer l'ensemble des personnes en recherche d'emploi, notamment à partir de janvier 2025, vous aurez l'inscription de tous les bénéficiaires du RSA, ce qui n'était pas forcément le cas aujourd'hui, et vous aurez également l'inscription de tous les jeunes qui sont suivis par les missions locales, qui n'étaient pas forcément toujours inscrits comme demandeurs d'emploi. L'idée étant de pouvoir les repérer dans un premier temps, et pour faire le lien avec le deuxième tiré, c'est les activer avec notamment un contrat d'engagement pour chacune de ces personnes. Alors pour ceux qui nous suivent, il y a le contrat d'engagement jeune qui a été créé il y a 2 ans, et en ce moment on a des expérimentations de contrats d'engagement avec les bénéficiaires du RSA. Ce sont vraiment des contrats d'engagement avec des droits et devoirs. Le but et le mot important, je pense, il est là, c'est d'activer ces personnes pour leur permettre d'aller vers un parcours vers l'emploi et leur permettre de retourner durablement à l'emploi. Alors, nous avons également des actions en direction des entreprises, puisque les ambitions, c'est d'accompagner l'ensemble des entreprises qui ont des besoins de recrutement. On y viendra tout à l'heure avec la préparation opérationnelle à l'emploi individuel qui s'inscrit complètement là-dedans, et singulièrement les TPE-PME,
voilà, qui sont des cibles pour nous, hein, puisque aujourd'hui, vous le savez peut-être, mais voilà, les grands groupes travaillent beaucoup avec nous, les petits groupes un peu moins, et nous sommes très intéressés à ce que les TPE, PME puissent avoir le service qu'ils attendent. Ça me permet de faire le lien avec une actualité qui se tient aujourd'hui. On lance aujourd'hui une marque pro, France Travail Pro, qui s'inscrit complètement dans cette dynamique avec notamment la PEI, mais également, par exemple, un élargissement de nos horaires d'accueil au niveau téléphonique pour ces cibles. Le dernier point, c'est la mise en place d'outils communs pour favoriser la coopération entre les acteurs. C'est-à-dire que France Travail a vocation à créer un système d'information plateforme pour faciliter la vie j'allais dire, de nos utilisateurs. Et dans le programme que je dirige, il y a notamment un sujet autour de l'urbanisation des systèmes d'information-formation qui sont parfois complexes. Voilà, dans un premier temps, pour cette présentation. Je me suis permis, dans la présentation qui est beaucoup plus dense, de la détailler, donc je vous engage à la consulter lorsque Pascal vous l'aura envoyée. Et je souhaitais déjà, dans un premier temps, vous faire part des objectifs de la réforme France Travail, qui s'inscrit, comme l'a dit Pascal, avec des nouveautés en 2025, mais des nouveautés qui vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2027. Et Hervé, on en a parlé en préparant le webinaire. Après, je pense que vous êtes tous au courant, effectivement, du budget, la complexité du budget 2025. En tout cas, du côté de France Travail, vous avez déjà engagé beaucoup de choses, je pense, depuis quelques années. Donc, sur 2025, vous n'êtes pas trop impacté par ces problématiques-là, Hervé, ou ça va être un peu compliqué? Je dirais, vous le savez tous, hein, on est dans un contexte effectivement budgétaire global qui est tendu. On s'inscrit aussi après un premier plan d'investissement dans les compétences qui était fortement généreux en matière de dotation financière, hein, puisque de 2018 à 2023, l'État a doté sur tout l'ensemble du champ formation. La dotation du plan d'investissement dans les compétences, c'était 15 milliards hein, pour bâtir une société de compétences. Le nouveau cycle de plan d'investissement dans les compétences est toujours généreux, mais à la baisse. Pour vous donner une petite idée, hein, les 2 dernières années, on était à plus d'1 milliard de dépenses hein, côté France Travail pour la formation. On va avoir une baisse inévitablement à partir de 2025. À nous, collectivement, d'utiliser au mieux les moyens pour permettre aux demandeurs d'emploi d'acquérir des compétences et aux entreprises également de trouver des nouveaux talents parce que on est, et j'aurai l'occasion d'y revenir, vraiment dans une démarche à France Travail de dynamiser la formation pour le recrutement. On souhaite inculquer cette démarche ou ce réflexe de former pour recruter qui nous paraît complètement adapté aux besoins des entreprises aujourd'hui. Très bien. On va commencer par ça. On va passer un petit moment sur la nouvelle POI, donc tu vas nous parler de ça, Hervé. Après, on fera un aparté sur les appels d'offres sur les marchés de formation en ligne. Et on parlera un petit peu aussi des marchés régionaux. Si vous avez des questions sur des sujets annexes, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. On y répondra sur la fin. Donc je te laisse poursuivre sur les slides suivantes. Hop. Comme je le disais juste avant, on est véritablement avec la nouvelle PEI comme fer de lance sur une démarche qui pour nous est une démarche véritablement qu'on veut ancrer. C'est la démarche de former pour recruter. Il faut que vous ayez en tête que jusqu'à maintenant, la préparation opérationnelle à l'emploi, c'est-à-dire c'est une formation avant embauche, on était entre 80 et 90 000 entrées sur une année. À l'heure où je vous parle, on est déjà à plus de 82 000 formations avant embauche depuis le début de l'année. C'est 16% de plus qu'en 2023, mais c'est surtout le dispositif
qui permet un taux d'accès à l'emploi le plus efficace, avec près de 85% de taux d'accès à l'emploi à 6 mois. Donc, on veut capitaliser sur ces chiffres. Notre directeur général a eu l'occasion de le dire, l'accès à une formation préalable à l'embauche, c'est le gage d'une insertion plus durable. Voilà, plus d'un an après une formation avant embauche, on se retrouve à plus de 8 personnes sur 10 qui sont encore en emploi, c'est-à-dire on s'inscrit vraiment dans la durée. Et de mon côté, j'en parle toujours de cette manière, c'est une véritable solution gagnant-gagnant, à la fois pour les entreprises et les futurs salariés. Donc, ce dispositif que nous avons rénové juste avant l'été, voilà, pour le rendre plus simple et plus efficace, on veut vraiment le développer et on veut également, et je le dis et vous le verrez un petit peu plus tard, que les organismes de formation soient des parties prenantes actives dans ce développement. Alors, qu'est-ce que c'est la PEI? C'est une aide au financement d'une formation qui va permettre, sur une durée courte, à un demandeur d'emploi d'acquérir des compétences spécifiques qui sont requises pour un poste avant son embauche. Donc, voilà, c'est véritablement un programme court. On le verra après, on est sur des durées qui sont de moins de 4 mois, qui vont permettre de former pour un poste, un emploi dans une entreprise. Alors, quels sont les profils que vous pouvez retrouver, qui sont éligibles à cette formation avant embauche? D'une part, il y a tous les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail, donc avec ce que j'indiquais tout à l'heure, notamment l'inscription des bénéficiaires du RSA et de tous les jeunes suivis par les missions locales, ça fait beaucoup de personnes. Mais il y a également les salariés qui sont en contrat d'insertion ou les travailleurs handicapés qui sont employés notamment dans des entreprises adaptées et qui auraient vocation à aller travailler dans une entreprise sous le régime du droit commun. Ce que nous disent les entreprises, c'est que par le biais de la PEI, ils remarquent que leurs futurs salariés sont souvent plus productifs dès leur intégration et que c'est un véritable investissement qui crée un sentiment d'appartenance et de valorisation pour l'apprenant. Alors, quels sont les contrats qui sont nécessaires pour mettre en place une PEI? Avant, j'allais dire, on était sur des contrats minimum d'une durée de 6 mois. Ce contrat a été abaissé à 4 mois dans le cadre d'emplois saisonniers, mais surtout on a une variété de contrats. On a à la fois des CDI, des CDI intérimaires, tous les CDD dès lors qu'ils font 6 mois. Maintenant, on a même des contrats de professionnalisation d'une durée de 6 mois ou des contrats d'apprentissage. Et on fait également de la préparation opérationnelle à l'emploi avec l'intérim dès lors que l'entreprise d'intérim s'engage à embaucher au moins 6 mois au cours des 9 prochains mois l'apprenant. Donc, ça permet véritablement une vraie adaptation pour les entreprises et on les engage effectivement, plutôt que de ne pas recruter, à réfléchir ou à avoir ce réflexe de se dire peut-être que le CV que j'ai reçu ou la personne que j'ai reçue, elle n'a pas exactement toutes les compétences voilà, que je souhaiterais, mais avec une formation, voilà, avec l'organisme de formation que je connais près de chez moi, on va pouvoir le former sur une courte durée et lui faire occuper ensuite le poste pour lequel je l'embaucherai. Et Hervé, on a une première remarque, Vanessa, oui, qui nous parle des budgets hors effectivement ce dispositif PEI, mais est-ce que les diplômes et les niveaux de formation, est-ce qu'on est vraiment sur des formations, on va dire, bac moins, niveau bac, non. ou est-ce que tu as tout type vraiment, faut pas se le penser comme un dispositif, on va dire, de contrat précaire, quoi, pour parler un peu. Non, alors Pascal, vous avez tout à fait raison, c'est possible pour tout le monde. Alors, bien entendu, notre intérêt, mais c'est un intérêt commun, vous l'avez vu, on veut aller au plein emploi et on veut élever les compétences des personnes, notamment qui sont peu ou pas qualifiées. Donc, évidemment, je dirais, ces dispositifs doivent concourir à l'élévation des compétences des moins qualifiés, mais c'est tout à fait possible de le mettre en place avec des gens qui sont diplômés.
Voilà, parmi le public prioritaire, dans le nouveau public prioritaire, on a notamment les seniors, on a les travailleurs handicapés, on a aussi les bénéficiaires du RSA. Il ne faut pas penser qu'un bénéficiaire du RSA, c'est quelqu'un qui n'est pas diplômé. Voilà, il peut avoir un diplôme, mais avoir des difficultés d'insertion parce que son diplôme, voilà, par rapport au marché du travail, ne suffit pas, ou il est sur une forme de niche. Donc aujourd'hui, ce dispositif, j'aurais tendance à dire, quand on interroge les entreprises, il est possible dans tous les domaines, et notamment, vous voyez par exemple un domaine qui l'utilise beaucoup, c'est le numérique, et on a une variété de profils qui peut aller j'allais dire du bac jusqu'au bac plus 5, voire 6, voire 7, avec toujours une adaptation des compétences au poste, c'est-à-dire que bien sûr, vous ne verrez pas des formations longues, hein, c'est pour ça que j'insistais sur 600 heures maximum, comme on l'indique ici, mais vraiment quelque chose qui va s'adapter au poste. Et donc, on vous engage, vous, organisme de formation, à véritablement individualiser le parcours et travailler aussi sur des blocs de compétences qui pourraient être manquants notamment. Et puis communiquer auprès des entreprises de votre région parce qu'elles ne connaissent pas forcément tout le dispositif. Alors, tout à fait. Alors, vous voyez, vous avez tout à fait raison, Pascal. On a eu l'occasion, effectivement, d'interroger les entreprises et les entreprises nous ont dit lors de cette enquête qu'à 81%, elles étaient prêtes à former pour recruter. Et puis, quand on a été regarder si elles avaient l'habitude de former pour recruter et d'utiliser la POI, en fait, il n'y en avait que 5% qui l'utilisaient parce que, vous l'avez dit, peut-être qu'elles ne connaissent pas ce dispositif et elles ont besoin d'être rassurées. J'allais dire, nous, on peut les rassurer, mais les organismes de formation aussi peuvent les rassurer parce que, voilà, vous connaissez très bien, on va dire, tout ce qui est compétences et vous êtes des vecteurs de dynamisation de ce dispositif et vous allez voir après qu'on compte sur vous et on a déjà des exemples de collaboration avec des organismes de formation qui sont très dynamiques sur ce dispositif. Donc, comme c'est indiqué sur ce slide, on permet plusieurs modalités dans le cadre de la POI. Oui, Pascal. Et juste une question, Justine nous demande le type de contrat, il faut bien le préciser au moment du dépôt de l'offre, ou alors c'est pas forcément nécessaire? Alors, il y a plusieurs cas possibles. Soit l'employeur a trouvé son profil. Dans ce cadre, il va indiquer lors de la demande d'aide quel est le type de contrat prévu pour cette POI. Il n'y a pas besoin de déposer une offre. Si par contre, il n'a pas de candidat, là, on va plutôt inciter à déposer une offre puisque le dépôt d'offre, ça va faciliter le sourcing. On va avoir une plus grande mise en visibilité. Voilà. Mais le dépôt d'offre n'est pas obligatoire, encore une fois. Par contre, la caractéristique du contrat, elle sera forcément à préciser lors de la demande d'aide. Ça marche. Il n'y a pas d'autres indications sur le type d'OF qui peuvent en tout cas participer? C'est ouvert à toute formation plutôt? Alors, comme on a dit. C'est ouvert à tous les organismes de formation dès lors qu'ils sont Calliope. Voilà, puisque c'est un incontournable, je dirais, pour pouvoir être financé par le public, donc par France Travail en l'occurrence. Donc voilà, il faut être Calliope pour pouvoir aller sur ce dispositif. Par contre, on n'a pas besoin d'être une formation certifiante, on n'a pas besoin d'être au RS ou RNCP. Voilà, donc ça peut être une formation sur mesure. Qui peut être un bloc de compétences, hein, je le disais tout à l'heure, mais qui peut être aussi quelque chose qui aura été déterminé avec l'entreprise directement. Oui. Et puis je vois la FEST que vous mettez aussi comme modalité. On en a parlé récemment sur OF Connect. On refera, je pense, aussi des webinaires sur la FEST parce que encore une fois, c'est encore pas assez utilisé. Donc Oui. Alors, nous aussi, on trouve que c'est pas assez utilisé et on est intéressé pour travailler avec les organismes de formation pour identifier comment la financer, sachant qu'on peut faire de la POI en AFEST
Et là, effectivement, dès lors qu'on sera sur cette POI en AFEST, on verra ensemble tout ce qui concerne le plan individuel de développement de compétences, les modalités dans lesquelles sont réalisées la FEST, mais c'est tout à fait possible et ça se fera sur devis. Sachant que la particularité de la FEST, c'est qu'aujourd'hui, on a encore un marché France Travail au niveau de POI en AFEST. Ce marché, il a été fait avant tout pour que les conseillers, nos conseillers, puissent orienter vers des organismes de formation du marché. Pour autant, si une entreprise vient vous voir et qu'elle veut faire de la FEST pour recruter un futur apprenant, vous avez tout à fait la possibilité de travailler avec cette entreprise qui, elle, pourra faire une demande de préparation opérationnelle à l'emploi individuel et il faudra qu'on ait un devis et un plan de formation pour pouvoir étudier cette demande de financement. Oui. Et juste sur la durée, Hervé, il n'y a pas de durée minimum. Je vois une question sur 50 heures. Non. Ça passe, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout à fait. Enfin, nous, j'aurais tendance à dire, il faut se dire, c'est le juste besoin. Ouais. C'est-à-dire que voilà, on peut avoir une personne à qui il va manquer une petite compétence. Alors, ça peut être par exemple la maîtrise d'un logiciel, ça peut être la maîtrise, on va dire, d'une langue. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu caricatural ce que je veux dire, mais c'est pour contextualiser. On peut être sur un besoin qui n'est pas un besoin, on va dire, énorme. Donc ça peut aller. On a parfois des PEI on va dire, de 35 heures. Comme on peut avoir des PEI qui font 600 heures, voire même un peu plus, je ne l'ai pas indiqué, mais on peut avoir des cas où, de manière dérogatoire, on va aller au-delà de 600 heures. Ces cas de dérogation, c'est plutôt lorsqu'on est sur des métiers véritablement pénuriques, de manière à se donner la possibilité de former pour trouver des solutions. Mais bien entendu, si vous avez une semaine de formation, 35 heures, ou 2 semaines, 70 heures, c'est totalement possible. Et Steve qui nous demande qui valide le besoin, c'est l'entreprise en fait. Là, j'ai envie de dire, c'est le côté entreprise. J'allais dire, voilà, la définition, on va dire, de l'écart de compétences, quelque part, vous la faites avec l'entreprise, et ensuite vous allez, à partir de cet écart, établir un devis, et c'est ce devis et le plan de formation associé qui va nous être soumis à validation. Donc nous, on va regarder quand même le projet de la personne, du demandeur d'emploi. On va regarder également si le devis nous paraît cohérent avec notamment les tarifs, on va dire, du secteur ou ce qu'on peut observer habituellement. Je l'ai pas dit, mais voilà, il n'y a pas de quand on a recours à un organisme de formation, il n'y a pas de montant maximum, mais on va quand même regarder. J'allais dire si le montant paraît pas incohérent par rapport à ce qu'on peut observer habituellement sur les formations individuelles. On va pas comparer forcément à des formations achetées sur marché, parce que vous imaginez bien que on n'a pas forcément le même tarif si on est sur des achats, on va dire groupés, et des achats individuels. Mais voilà, à chaque fois, il y aura une analyse. Et aujourd'hui, justement, dans cette volonté j'allais dire, de développer encore plus ce dispositif. Aujourd'hui, on commence à rentrer en discussion avec les branches, avec les OPCO, avec les entreprises sur la possibilité, on va dire, d'une forme de partage de coûts. Alors, pas systématique, parce que pour une TPE, si on demande du cofinancement, ça peut être plus difficile. Mais dans certains cas, on va pouvoir être amené à demander soit à l'entreprise un reste à charge, soit à la branche un cofinancement. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on travaille avec le Fonds paritaire des entreprises de travail temporaire qui, sur un public très précis, nous financent des parcours en PEI. Parce qu'ils sont intéressés justement qu'on développe notamment la PEI pour des profils de plus de 55 ans. Voilà, donc, oui, il y a des cofinancements qui sont plus faciles avec ce dispositif que d'autres, et les branches et peut-être même aussi alors je dirais pas, le CPF ne rentre pas en compte aujourd'hui en cofinancement. Alors pas pour la PEI, parce que c'est pas prévu par la loi. C'est ça. Bon,
je veux pas vous dire qu'on y réfléchit, mais c'est difficile parce que le CPF aujourd'hui, il est rattaché au demandeur d'emploi, enfin à l'individu. Et faire payer un individu pour son recrutement, c'est pas forcément l'idéal. Mais on réfléchit à des mécaniques, j'allais dire pas comme le CPF, mais à des choses qui pourraient encore faciliter et faire effet levier là-dessus. Alors, je réponds à Steve. On va avoir, aujourd'hui, on fait du contrôle qualité en formation, donc vous pouvez être amené à être contrôlé par France Travail, ou d'ailleurs aussi par nos autres collègues financeurs. Hein. On mutualise les contrôles aujourd'hui. Et à partir de début d'année prochaine, on va mettre en place des conditions générales de financement. C'est un peu comme les conditions générales d'utilisation côté EDOF sur mon compte formation. C'est vraiment pour que voilà, tout le monde prenne bien en compte que il y a des, j'allais dire, on va s'attacher à regarder un certain nombre de paramètres pour que la formation qui soit réalisée, elle soit de qualité et conforme à notre attendu. Mais voilà, ça ne sera pas, j'allais dire, on va pas demander tout un tas de papiers. On va surtout s'astreindre à bien faire prendre en conscience à l'organisme de formation des points qu'on va regarder très précisément. Elles seront disponibles directement sur Keros, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est notre portail pour les organismes de formation. Et bien sûr, elles serviront de base pour le référentiel de contrôle. Super. Il y a quelques questions, Hervé. Alors, Elodie qui nous demande comment se positionner. Est-ce qu'on peut se faire référencer au niveau des Carrefour-F? Enfin, comment vous, aujourd'hui, est-ce que c'est l'entreprise qui doit aller chercher? Alors, je pense que c'est un peu un triptyque, c'est un peu tout le monde. Mais... en fait, moi, je vous engagerai à aller voir vos entreprises, hein, parce que vous l'avez vu, c'est une aide à l'entreprise. Nous, on vous référence pas. Le référencement, vous le connaissez, hein, il est celui. Aujourd'hui, vous pouvez référencer votre offre sur le Carif, hein, puisqu'on a d'autres dispositifs qui sont finançables. Je pense à l'aide individuelle à la formation, qui est une aide directe aux demandeurs d'emploi. Là, j'allais dire, finalement, le mieux, c'est de rentrer en contact avec votre écosystème d'entreprise, votre écosystème économique, de leur faire savoir que ça existe, de leur faire savoir que parfois, ils louent peut-être un recrutement parce qu'ils n'ont pas pensé à former pour recruter. Et c'est bien dans ce contexte qu'on vous encourage à travailler. Alors, ça rejoint une question qu'on nous pose souvent. Nous, nos conseillers ne peuvent pas orienter vers un organisme de formation. On peut le faire si on a des marchés. Si on a une entreprise qui vient nous voir, la seule chose qu'on va pouvoir leur dire, c'est dans votre périmètre, on sait qu'il y a tel ou tel organisme de formation qui délivre ce type de formation. Mais on ne va pas pouvoir leur dire allez voir cet organisme de formation. Bien sûr. Voilà. Juste une question avant qu'on continue. On parlait des plus de 60 ans. C'est pareil pour tout le monde. J'ai envie de dire. J'imagine qu'il n'y a pas de différence selon les âges des bénéficiaires. Alors, il y a pas d'âge pour se former. Alors, bien sûr, alors plus on approche de la retraite, j'allais dire plus le temps pour reprendre une activité est court, mais on encourage vraiment la reprise, on va dire, du développement des compétences, y compris pour des gens qui ont plus de 55 ans, parce qu'on s'est aperçu, et notamment avec la préparation opérationnelle à l'emploi individuel, que ce format court de formation correspondait complètement à la fois aux besoins des demandeurs d'emploi et des entreprises. Il ne faut pas s'imaginer souvent leur faire des formations de 9 mois, 10 mois, 1 an. Là, on est sur des gens qui ont de l'expérience, sur des gens qui cherchent à rebondir. Et aujourd'hui, ce format est complètement adapté à ça. Il y avait une question sur le nombre d'heures minimum du contrat, j'imagine, Marion, comme tu poses la question. Si c'est un temps partiel, ça pose pas de souci sur l'embauche après derrière? Alors, non, ça pose pas de souci. Alors, il y a quand même des durées en dessous en dessous de 20 heures, je dirais. On va être regardant. Alors, on va s'attacher un peu au principe du contrat du travail.
au principe du droit du travail, voilà, pour identifier, suivant le secteur d'activité, si c'est logique ou non d'avoir un contrat qui serait bien inférieur à 20 heures. On a quelques cas, on fait des POI par exemple pour des conducteurs de bus scolaires, pour la petite histoire, voilà, qui sont sur des contrats annualisés, qui sont de l'ordre de 15 heures hebdomadaires, voilà. Mais dans l'idéal, on est quand même sur des contrats souvent la plupart du temps d'au moins 20 heures. Ça marche. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on laisse Hervé peut-être continuer sur sa présentation. Il y a beaucoup de questions. Oui, alors je pense que tu réponds à beaucoup de questions avec la présentation. La prise en charge, comme je disais, alors il y a une spécificité, mais qui vous concerne moins, c'est que la PEI, elle est possible également pour les entreprises en 100% tutorat, c'est-à-dire que dans ce cadre, ils font pas appel à un organisme de formation. Dans ce cas-là, on va leur financer à hauteur de 5 € net de l'heure, dès lors qu'il y aura un tuteur de désigné qui accompagne la personne, qui accompagne l'apprenant, dès lors, bien sûr, qu'il y aura quand même un plan de formation individualisé. Et si on a un organisme de formation, c'est plafonné au montant du devis établi. Comme je disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on prendra systématiquement tout, parce qu'il peut y avoir des choses qui sont très chères et il peut y avoir une forme de négociation, mais il n'est pas rare qu'on ait des 25 €, 30 € de l'heure, voire des fois un petit peu plus, même si ça reste assez rare. Mais voilà, il n'y a pas de montant maximum horaire pour la POI. Alors, quelques données. Alors, le PowerPoint, le support que j'ai pris, vous le voyez, il s'adresse surtout aux entreprises, mais vous pouvez tout à fait d'ailleurs leur donner ce que j'ai indiqué. En gros, le mieux par rapport à cette démarche, c'est pour les employeurs de la faire en ligne directement sur francetravail.fr ou par téléphone au 39 95. On a en fait, comme je le disais tout à l'heure, une demande en ligne qui ne nécessite pas de dépôt d'offre. Le dépôt d'offre, il est uniquement là pour permettre du sourcing. Il y a un bilan de formation qui est demandé, c'est obligatoire. Il y a le plan de formation, mais il y a le bilan de formation. À l'issue, il faut que le candidat, normalement, il soit recruté. Alors, rassurez-vous, organisme de formation, si il n'est pas recruté pour de bonnes raisons, par exemple, il n'a pas eu son permis, si on parle d'un conducteur de bus, voilà, l'entreprise de bus va pas le recruter parce qu'il a pas atteint le niveau de compétences attendues, ou si il s'est mal comporté, voilà, il y a eu des problèmes de savoir-être pendant la formation qui ont conduit à ce que l'entreprise ne le recrute pas. L'organisme de formation, il sera quand même payé. C'est pas voilà. J'allais dire, c'est pas de conditionné au résultat. Voilà. En attendant, au bout d'un an, s'il est confirmé, vous serez payé. Ça marche pas comme ça. Voilà, donc voilà, pour vous rassurer, il y a pas de, j'allais dire, concrètement, vous serez toujours payé du travail réalisé. Alors, comme vous le savez peut-être, on a des conseillers entreprises. Il y en a 6000 aujourd'hui qui sont dédiés au recrutement. On va en avoir plus bientôt puisque on va travailler en système de task force avec nos autres collègues du réseau pour l'emploi, c'est-à-dire je vais passer d'ailleurs tout de suite à cette partie-là, les missions locales, les Cap Emploi et l'APEC, puisque on va leur donner la possibilité à ces opérateurs d'être tiers de confiance, c'est-à-dire de promouvoir la POI auprès des entreprises. Donc voilà, si vous avez l'habitude de travailler avec ces structures, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait, j'allais dire, continuer, puisque eux auront la possibilité de presque prescrire la POI. Pourquoi je dis presque prescrire? Parce que en fait, ils pourront pas faire la dernière validation, puisque la validation financière reste pour l'instant toujours à France Travail. À France Travail. Voilà. Dans les nouveautés qu'on a mises en place, qui sont en expérimentation aujourd'hui, et ça peut vous intéresser, on commence à expérimenter la délégation de la demande d'aide aux organismes de formation. C'est-à-dire que des TPE nous disent, moi, j'ai pas le temps de faire ces démarches. Je souhaite que l'organisme de formation qui va former mon futur salarié puisse le faire. Donc aujourd'hui, par un système de mandat sécurisé juridiquement, l'organisme de formation va pouvoir agir, faire la demande d'aide. Il peut même faire la demande,
il peut même déposer une offre, j'allais dire, s'il n'y a pas de candidat. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Pour l'instant, c'est expérimental. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà, moi j'anime tous les directeurs formation, tous les responsables de services formation France entière. Voilà, vous pouvez tout à fait taper à la porte de vos régions. Voilà, on souhaite le faire, on va dire de manière sécurisée. C'est pour ça qu'on a mis ce mandat. Mais n'hésitez pas à en parler autour de vous à France Travail. Oui, et puis si tu as des régions test, Hervé, si voilà certains membres de la communauté peuvent aussi participer, voilà, il y a Clarisse qui nous pose la question, il n'y a aucun problème. Pour être très clair, aujourd'hui, alors c'est plutôt des grandes régions qui ont commencé. Hein. Il y a notamment l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nouvelle-Aquitaine. Petit à petit, il va y en avoir partout. On n'y va pas, j'allais dire, voilà, de manière très très forte parce qu'on veut d'abord voir comment ça réagit. Alors, on veut que ça soit plutôt des TPE ou des PME. Voilà, si c'était, alors on voudrait pas déléguer si l'employeur s'appelle Carrefour et qu'il a un gros service ressources humaines. L'idée est vraiment, j'allais dire, de trouver une solution pour les plus petits. Qui peuvent leur permettre justement de recruter via cette formation avant embauche. Alors oui, puis Julie nous demande est-ce que les OEF seront rémunérés pour ce travail-là? Et j'ai envie de dire après, c'est stratégique pour vous, c'est de la. Ils seront voilà. Donc en fait, c'est ça. Il faut se rendre compte que ça peut vous permettre de gagner entre guillemets, je vais appeler ça du chiffre d'affaires aussi. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est des budgets qui seront relativement, comment je vais dire ça, qui seront sanctuarisés, on va dire. Hein. On est véritablement, comme je le disais, je pilote un programme qui s'appelle renforcer l'accessibilité et l'efficacité des formations. La PEI, c'est efficace, donc concrètement, voilà, on va véritablement voilà, dédier un budget assez important pour ce dispositif. Alors, on va poursuivre en 2025 la simplification administrative de la PEI. On va améliorer la cinématique, voilà, mais on aura l'occasion de vous en reparler. Enfin, et ça pourra vous intéresser, on a commencé à prototyper là depuis le début de l'année un service numérique qui s'appelle Former Recruter. Voilà, on n'a pas trouvé encore la formule magique. Je vais le qualifier un peu comme ça, c'est un peu une forme de mythique de la formation avant embauche, c'est-à-dire qu'on veut permettre ce lieu de rencontre entre l'entreprise prête à former pour recruter, le demandeur d'emploi prêt à se former pour être recruté et l'organisme de formation prêt à mettre à disposition ses formations pour permettre justement cette formation avant embauche entre le demandeur d'emploi et l'entreprise. Donc voilà, on essaye, on n'est pas arrivé au bout, mais on a bon espoir. Et puis, comme on a parlé de la FEST, là, il y a 2 semaines sur la communauté, et c'est vrai qu'on disait que transmettre aux TPE, PME la culture de la formation, de l'apprentissage, en France, on est encore là, il y a beaucoup de TPE, PME qui n'ont pas cette culture-là, et donc ça peut être aussi, pour vous, un dispositif pour leur donner aussi un peu cette culture de la formation. Ouais, vous avez tout à fait raison, Pascal. C'est-à-dire qu'on a des entreprises, notamment les plus petites, qui ont la culture de la production et pas la culture de l'investissement. Et on veut vraiment permettre ça. C'est aussi pour ça que le tutorat pour nous est important, hein, même s'il n'y a pas d'organisme de formation. C'est que la première des briques, c'est de prendre conscience, effectivement, que si demain on veut perpétuer son activité, il faut qu'on pense à tout ce qui est gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et c'est pas en se disant, tiens, Monsieur X, il est parti en retraite et maintenant je recherche quelqu'un. Finalement, que ça va être le plus simple. Donc, on veut vraiment qu'il y ait ce réflexe qui soit présent sur, y compris de la formation tout au long de la vie, j'allais dire. Il nous reste encore 20 minutes. Il y a pas mal de questions sur le dispositif, Hervé. Je pense qu'on peut les rebalayer. Alors, il y a, allez-y. Prendre un peu une par une. Il y a Steve qui nous fait une bonne remarque. Qui va s'assurer que le salarié apprenant est bien monté en compétences? C'est ce que peut-être on disait sur les contrôles. Enfin, comment ça va se passer finalement de s'assurer que la formation a été impactante et que ça
permis de garantir? Alors, il y a deux choses. Il y a quand même l'entreprise qui est garante. Si elle recrute, je suppose qu'elle va s'assurer que le demandeur d'emploi il a le niveau attendu pour être recruté. Je dirais ça c'est le premier, c'est la première réponse. La deuxième, et ça sera dans une des évolutions qu'on souhaite faire du bilan de formation, on souhaite demain peut-être avoir un bilan de formation qui prenne en compte deux choses, deux paramètres, les compétences que détenait l'individu avant sa formation et celles qu'il a pu acquérir à l'issue. Voilà. Après, moi, le bilan, qui c'est qui le fait, le bilan? Le bilan, c'est l'organisme de formation qui le fait. Ok. Mais bien sûr, dans le contexte de la PEI, il le fait avec l'entreprise. Après, pour être très très clair également, hein, c'est aussi le pari de la confiance. Hein. On a quand même l'apprenant qui est en capacité de nous dire aussi s'il a conscience d'avoir appris des choses. L'employeur qui lui va également nous dire s'il est satisfait. On va dire de ce qu'a fait l'organisme de formation. Donc, on a quand même beaucoup de signaux faibles et qui nous permettent d'avoir des éléments sur l'évolution des compétences de l'apprenant. Je reprends un peu les questions qui ont été posées il y a 10 minutes. Tac. Il y a Julie qui nous demandait, dans le cadre d'une POI, donc la convention tripartite est dématérialisée, ainsi que le cas échéant, l'organisme de formation est cité. Cette convention se substitue donc à une convention passée entre employeur et OF. Alors là, j'ai pas trop compris la question, Julie. Je sais pas si Hervé, ça vous parle. Alors, il faudrait que je la lise pour... c'est plus haut? Oui, dans le chat. C'est Julie qui l'a posée à 14h30. Bon, là, je sais pas. Et oui, parcours collectif. Il y a Steve qui pose une question très pertinente. Est-ce que les parcours collectifs sont autorisés ou interdits? Les parcours de groupés sont sur une PO aussi. Voilà, non, la PEI, elle est possible aussi en groupe. C'est tout à fait possible. Hein. La PEC, c'est un peu différent, parce que la PEC ne va pas marier directement un demandeur d'emploi avec une entreprise, ce que fait la PEI. Mais la PEI de groupe est tout à fait possible, on en a très très souvent. Alors, oui, dans la question en fait de Julie, la convention elle est tripartite, employeur, France Travail et candidat. En fait, l'organisme de formation, il est lié à l'entreprise, en fait, uniquement à travers le devis. Je ne sais pas si je suis clair quand je dis ça. Mais Julie, vous nous direz si c'est bon. Adeline qui nous demande, le candidat doit-il forcément être en période d'être recruté? Est-ce qu'au niveau du candidat, s'il est déjà recruté, est-ce qu'il peut quand même faire cette formation avec le dispositif? Ou c'est plutôt en amont? C'est pas possible. C'est vraiment une formation avant embauche. Donc, voilà, on ne peut pas le faire s'il est recruté. Donc, c'est tout l'intérêt que vous communiquiez aux entreprises que le dispositif existe, quoi, parce que sinon, c'est trop tard, effectivement. Très bien. On a encore un petit peu le temps. Pour Julie, c'est bien le bilan que vous retrouvez sous Kéros. Moi, je vous engage le bilan aujourd'hui tel qu'il est dans Kéros ou tel que parfois certains organismes de formation le produisent, me satisfait pas complètement. C'est pour ça qu'on va rénover le bilan. Alors, je sais pas sous quel délai. Dans l'idée, ce qu'il nous faudrait comme élément en bilan, c'est quelles sont les compétences développées pendant la formation par rapport à l'état des compétences au moment où la personne est entrée en formation. Parfois, j'ai des bilans qui disent simplement Monsieur Untel a fait une formation de telle date à telle date sur tel domaine. C'est insuffisant. Ce qui nous intéresse surtout, c'est les compétences acquises, puisqu'on est de plus en plus sur de la démarche de recrutement par les compétences. Et c'est comme ça, je dirais, qu'on souhaite le traiter demain. Il y a une question un peu, alors moi j'ai du mal un peu à la comprendre, c'est Isabelle qui nous demande, est-ce qu'on peut faire ce dispositif avant un contrat d'apprentissage? Est-ce que tu peux faire la démarche et après recruter la personne et effectivement la lancer dans un contrat d'apprentissage? Bien sûr, hein, on a très souvent le système préparation avant embauche, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. D'ailleurs, on l'a encore plus souvent
avec le contrat de professionnalisation que d'apprentissage, mais c'est tout à fait possible. Et c'est très utilisé. Donc, je vous engage complètement à le faire. Voilà, sur plein de domaines, ça marche très bien. Alors, il nous reste encore 15 minutes. Je veux bien qu'on passe aux 2 infos qu'on avait envie de partager. Alors il y a une question de Vanessa sur d'autres dispositifs, mais voilà. Je vais faire assez vite. Je voulais vous donner une information sur le marché de formation 100% à distance. C'est un marché de formation financé par France Travail et par l'État qui a été renouvelé au cours de l'année. C'est vraiment, on est quasi les seuls à faire vraiment du 100% à distance sur marché. Les conseils régionaux en font relativement peu. Voilà, c'est vraiment pour garantir la complémentarité avec l'offre qui est plus souvent présentielle ou hybride. C'est pour nous le gage du renforcement d'une accessibilité à des publics qui ne pourraient pas aller sur d'autres dispositifs. On a notamment, nous, on a vu beaucoup de parents isolés pouvoir accéder à la formation à distance, ou de gens qui travaillaient en activité réduite, ou des gens qui avaient des problèmes de santé. Voilà, donc ce nouveau marché il a été fait pour ça, en articulation avec les conseils régionaux. Voilà, la modalité distancielle. Le public prioritaire visé, c'est toujours le public prioritaire du plan d'investissement dans les compétences, mais c'est pas de l'exclusif, c'est-à-dire que vous pourrez retrouver d'autres types de publics. Juste pour vous donner une idée, mais alors là, vous pourrez pas aller dessus puisque c'est attribué, vous avez les attributaires concernés. Je voulais que vous ayez l'information des types de formations qu'on finance en 100% à distance. Voilà, il y a là, vous avez que les formations obligatoires, mais il y a également des formations complémentaires. On a à peu près un catalogue de 150 formations financées 100% à distance par ce marché. Dans le même temps, alors je passe vite, mais vous l'aurez. Dans le même temps, on est dans les différentes régions, mais certains d'entre vous ont peut-être candidaté, dans les régions qui ont le droit d'acheter des formations collectives, ou là où France Travail peut acheter des formations collectives parce que le conseil régional l'a autorisé. En l'occurrence, il y a 12 régions sur 18 qui ont la capacité de le faire. Elles ont lancé leur marché. Certaines au mois de juillet, il y en a encore qui le lancent actuellement. Là, cette semaine, j'étais avec les collègues de la Guadeloupe qui m'ont indiqué qu'ils lançaient leur marché cette semaine. Ils lancent leur marché de formation collective et je vous engage à être abonné à Place des marchés publics parce que vous avez tout à fait la possibilité de candidater sur ces marchés et de vous grouper à plusieurs aussi, parce que c'est quelque chose de plus en plus courant pour nous d'avoir des groupements d'organismes de formation, notamment pour ces marchés collectifs dans les régions où nous pouvons acheter en collectif. Voilà, alors je vous ai mis des informations justement sur ces formations collectives pour que vous ayez une base pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce que sont nos marchés de formation collective. Voilà, je vous laisserai en prendre connaissance dès que vous aurez le document. Dernier point, et puis après on pourra peut-être faire les questions, Pascal. Oui. Je vous ai mis des informations sur un petit produit nouveau qu'on a développé cette année dans ma direction. Vous le verrez quand vous aurez le PDF. Vous avez notamment un accès sur le simulateur de Mes Ressources Formation. Mes Ressources Formation, c'est un simulateur qu'on a fait pour les bénéficiaires des minima sociaux. Souvent, on a des candidats qui ont le RSA ou qui ont l'ASS ou parfois qui n'ont pas de revenus, qui ont peur de rentrer en formation, notamment, alors pour les bénéficiaires du RSA, de craindre de perdre le bénéfice de ces ressources. Donc, ce simulateur leur permet, en temps réel, de voir que globalement, ils sont à 100% bénéficiaires. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour rassurer. Il n'est pas déployé dans 100% des régions pour l'instant, mais ça sera fait fin 2025. On a à peu près, on va dire, 80% des régions qui sont déployées aujourd'hui. Le but vraiment, c'est de rassurer. Vous pouvez l'utiliser, il est accessible pour vous. Vous pouvez le présenter à une personne qui souhaiterait faire une formation et qui serait dans cette situation-là. Vous pourrez comme ça contribuer à la rassurer et à lui montrer
qu'en entrant en formation, elle va y gagner. Je dirais, on a beaucoup à gagner puisque on sait que, notamment chez les publics les plus fragiles, l'accès à la formation a un impact très très fort sur le retour à l'emploi. Donc voilà, je vous engage à faire connaître j'allais dire ce simulateur, voilà, qui présente, comme vous le voyez dans la petite image centrale, sur 6 mois, ce que va induire l'entrée en formation sur les ressources de la personne. Voilà, j'ai balayé l'ensemble des éléments et je suis à votre disposition pour des questions complémentaires. Eh bien, merci beaucoup Hervé. Il y avait 2 questions sur le marché formation à distance. Donc Alexandre qui nous demande, est-ce que les lots annulés vont être relancés? Alors là, je pense qu'il a Oui, c'est Alexandre de Saint-Plon que très bien. Très bien. Aujourd'hui, on est en phase on est en phase de réflexion. Je dirais, on est plutôt dans la phase de se dire qu'on va les relancer. Par contre, on va certainement affiner notre besoin. Voilà, parce que j'allais dire, voilà, on s'est rendu compte, notamment sur 4 lots, sur les 5 qui ont été mis sans suite, que notre besoin était peut-être pas suffisamment précis et qu'il devait être affiné. Et d'ailleurs, sur le 5e, qui intéresse peut-être Alexandre, ça sera aussi le cas, puisque le 5e, c'est un lot numérique sur les développeurs web, où on s'est aperçu qu'on devrait certainement encore plus affiner notre besoin. Donc, on devrait les relancer. Ça devrait être relancé au printemps quand je dis printemps, oui, c'est fin d'hiver, la relance pour une notification au printemps. Ça marche. Il y a Steve qui nous demande, est-ce qu'il y aura un référentiel de contrôle de la qualité des prestations? Alors, je ne sais pas ce que tu entends par là, Steve, pour les formations, pour le marché des formations à distance. Comment vous allez garantir la qualité des prestations? On a, comme je vous le disais, on a le contrôle qualité des actions de formation. On fait un contrôle aléatoire et inopiné. D'ailleurs, je pense que vous voyez, je parlais de Saint-Plon, a déjà eu des contrôles à la fois sur des formations individuelles ou des formations collectives. On a un référentiel à la fois sur les formations qu'on achète sur marché et un référentiel sur les formations qu'on achète en individuel. Donc voilà. Et puis après, on a des éléments de remontée autour de la satisfaction des demandeurs d'emploi, des réclamations. Vous le savez certainement, mais on donne la capacité aux demandeurs d'emploi de noter leur formation à travers Anotea, qui est en fait le TripAdvisor de la formation. Et c'est quelque chose qui nous permet aussi de suivre finalement les performances des organismes de formation en matière de satisfaction globale des personnes. Ça marche. Il y avait une question de Myriam qu'elle a posée au départ sur d'autres financements France Travail. Elle nous parle des financements AIF. Alors, on a eu pas mal de retours sur la communauté qui a vu des baisses de dotation. Est-ce que vous avez des nouveautés sur ça au niveau de France Travail? Alors, il n'y a pas une baisse de notation. Faut se dire que les AIF, il y a à peu près 50%, une AIF sur 2 qui est refusée. Pourquoi elles sont refusées? Pour 2 raisons principales. La première, et elle est majoritaire, c'est que dans la plupart des cas, et d'ailleurs, je vous ai mis le logigramme dans le chat. La première, c'est parce qu'il y a une formation collective achetée sur marché qui directement, elle, sera préfinancée et donc va prévaloir sur la formation individuelle. Sur la formation individuelle, oui. Oui. Donc voilà, dans les refus. Donc je disais 50% d'AIF refusés. Parmi les 50%, 1 sur 2 pour raison justement de formation existant sur le marché. Le deuxième cas de refus, le plus courant,
c'est le cas des formations où on va se rendre compte que la personne n'a pas forcément fait toutes les démarches en termes de validation de projet. C'est-à-dire, on va le challenger sur est-ce que votre projet a été mûrement réfléchi. Voilà, c'est notre rôle en tant que conseiller en évolution professionnelle, voilà, que de valider ou non le projet. Et dans ce cas-là, on a à peu près, on va dire, 30% des refus parmi les 50% qu'ils sont pour les raisons de non-validation de projet. Voilà. Donc, c'est ces deux critères-là. Après, je vous dirais, il peut, ça et là, y avoir des sujets, entre guillemets, que je vais qualifier de budgétaires, mais ça reste très rare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous reste encore de l'argent jusqu'à la fin de l'année voilà, pour faire beaucoup d'entrées en formation. Mais encore une fois, la priorité, ça va être d'abord les formations sur marché, ensuite ces formations avant embauche, hein, ont une caractéristique beaucoup plus sécurisée, hein, parce que le taux d'accès à l'emploi est beaucoup plus fort, hein, c'est 30 points de plus qu'une AIF, hein, le taux d'accès à l'emploi d'une POI. Donc concrètement, voilà, ça existe toujours, rassurez-vous. Si la formation est certifiante, bien sûr, on va plutôt être sur l'abondement CPF, hein, puisqu'on abonde, y compris si la personne a 0 € sur son compte CPF. Donc, voilà, vous pouvez être rassuré, ça continue à exister et voilà, on en fait encore beaucoup, je dirais, des formations des AIF. Mais après, c'est vrai que le message d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'Hervé aussi est venu, c'est cette démarche formée pour recruter. On va pas se mentir, voilà, les budgets ils sont un peu compliqués de partout, et c'est vrai qu'aujourd'hui, si France Travail a une ligne à mettre, un gros effort à mettre, vous le faites sur ça. Donc après, à vous, OF, aussi de se dire au niveau régional, local, comment vous pouvez contacter les entreprises. Alors, c'est pas facile, mais il faudrait peut-être que Hervé, on partage des belles histoires aussi d'entreprises au niveau local qui ont pris le dispositif et qui témoignent aussi que les managers, les dirigeants témoignent pour montrer que ça a été efficace et que dans la durée, ça a effectivement fait ses preuves. Donc, si vous avez des apprenants dans ce dispositif et que ça a bien marché, évidemment, dites-le nous. Voilà, oui, je suis très preneur. Et pour donner une idée, depuis le début de l'année, on a fait quand même 88 000 financements d'AIF contre 82 000 POI. Donc, vous voyez, ça reste malgré tout assez élevé aussi sur les AIF. Ouais. Et on a simplement fait, on va dire un peu moins de 52 000 entrées sur nos formations sur marché. Donc, voilà, concrètement, j'aurais tendance à dire tous les canaux de financement sont possibles. Voilà, celui qui est sans doute privilégié dans une démarche de former pour recruter et d'efficience, je dirais, c'est la POI aujourd'hui, mais les autres canaux sont bien sûr possibles. Il y a Alexandre qui nous dit qu'on a plein de belles réussites chez Simplon via le dispositif. Ah oui, mais Alexandre d'ailleurs a des témoignages sur francetravail.org, Simplon notamment. Donc, faut pas hésiter. Alors moi, je suis entre guillemets très friand de belles histoires. Je vous invite d'ailleurs. On pourra même en publier sur LinkedIn ou voilà, parce que je pense que on a vraiment à faire connaître ce dispositif et je pense que tout le monde a y gagné, hein. Le demandeur d'emploi, l'entreprise et vous, organisme de formation. Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, Pascal, on a trop peu d'entreprises qui pensent justement à investir et c'est un investissement vraiment gagnant, la formation. C'est vrai que ça demande plus d'efforts, c'est comme la FEST, hein, ça demande pour l'OF, j'entends, hein, plus de travail en amont, plus d'efforts. Mais derrière, on a fait un travail qui a été compliqué avec l'entreprise, mais qui est pérenne, qui peut durer après dans le temps. Donc, vous allez capter un client que vous pouvez après solliciter pour d'autres formations. Pareil pour la FEST. C'est un travail qui paraît beaucoup plus compliqué au départ, mais c'est vrai que par la suite, ça peut ouvrir des portes qui ne sont pas forcément ouvertes avec des financements un peu plus classiques. Donc bon, après voilà, je fais la promo du dispositif, mais après voilà, je sais que pour les OF c'est pas toujours évident. Et puis les entreprises, elles sont pas toujours simples non plus à aller chercher, hein. Surtout là en ce moment, il y a des cycles, il y a des moments où les dirigeants, les managers, ils ont pas
pas le temps, surtout dans les TPE, PME, je pense. Mais voilà, n'hésitez pas si en tout cas de votre côté vous avez comme Alexandre, des histoires à nous partager. Ouais. Mais je pense que ça peut être très intéressant, effectivement, qu'on multiplie justement ces histoires et sous toutes les formes que vous avez. Hein. Ça peut être vidéo, ça peut être, j'allais dire, écrite. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. Merci beaucoup en tout cas Hervé pour le temps consacré. Moi je vous renvoie donc la présentation. Je vous encourage aussi à venir sur OF Connect. Je vous remets le lien si c'est pas encore le cas. Et puis dans le mail de remerciements, je vous mettrai aussi le contact d'Hervé. Je pense que c'est pareil. Il y a beaucoup de gens en région aussi au niveau des agences France Travail qui sont peut-être plus ou moins faciles à contacter. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire aussi Hervé pour mieux contacter les agences au niveau régional, au niveau local. Quelles sont les bonnes pratiques? Alors, ce qui est certain, c'est que j'allais dire la déclinaison de ce que je fais au niveau national, c'est vraiment l'échelle régionale qui a un bon contact. Hein, même si des fois vous pouvez être organisme de formation, on va dire plus local. Déjà, vous n'hésitez pas, vous aurez mes coordonnées par Pascal. Moi, je pourrais faire, on va dire, de l'orientation pour vous, en fonction de la région, pour vous dire vers qui vous dirigez pour avoir des informations. C'est important. Moi, j'encourage notamment les agences et les régions à connaître leurs organismes de formation. Parce que, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas forcément le droit de prescrit pas vers un organisme de formation, on n'a pas le droit. Par contre, on a tout à fait le droit de le connaître et de travailler aussi ensemble. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Ça marche. Eh ben, merci en tout cas à tous. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur OF Connect. Hervé, à très bientôt. Bon courage pour la fin d'année. Merci beaucoup à tous. J'étais ravi d'être avec vous cet après-midi et puis au plaisir. Et puis j'attends vos belles histoires parce que ça, voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très positif. Merci Pascal en tout cas pour l'invitation. À très bientôt. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.